Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on se retrouve comme tous les mercredis, désormais vous en avez pris l'habitude pour votre émission hebdomadaire Cœur de patrimoine sur Radio Patrimoine. Chaque semaine, pendant à peu près 1 heure, vous le savez, on aborde tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la gestion de votre patrimoine. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir cette émission Cœur de patrimoine, cette semaine, on accueille Pascale Bossan. Bonjour Pascale. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes présidente de la commission durabilité de la CNCGP et on va donc parler de ces thématiques de durabilité. Mais auparavant, peut-être un petit focus sur la CNCGP qui est très active, on va le voir dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement qui est la CNCGP, ce qu'elle fait, etc., etc. Oui, la CNCGP, donc Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, c'est une association professionnelle qui représente les CGP, qui existe depuis 1978. Alors la CNCGP a 3 objectifs, 3 missions. Première mission, promouvoir la profession de CGP. Deuxième mission, défendre les intérêts de la profession. Et troisièmement, accompagner les adhérents dans l'exercice de leur activité professionnelle. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est une activité en plein essor, puisqu'en fait, le nombre des adhérents de la CNCGP on vient d'avoir les chiffres 2023, vient de dépasser le seuil de 4000 adhérents, ce qui correspond à plus de 32% en 3 ans, donc un développement qui fait plaisir. Alors justement, depuis quelques années, 2 ans me semble-t-il, la CNCGP s'intéresse de près à ces sujets de durabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi on parle ? Oui, en fait, sous l'impulsion de notre président Julien Serraki, une commission durabilité a été créée. Il m'a confié cette mission. On a eu de nombreux bénévoles, de nombreux CGP bénévoles qui ont souhaité s'engager dans ces sujets-là. On est 14 dans cette commission durabilité, donc une commission très dynamique avec plein d'énergie et une grande volonté de partager ces sujets. L'objectif est double, en fait. Premier sujet, la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale de l'entreprise. Comment faire pour que les cabinets de conseil en gestion de patrimoine adoptent, dans la mesure du possible, de bonnes pratiques sociales et environnementales. Et deuxième objectif, on va en parler un peu plus longuement, l'accompagnement sur les sujets d'investissement responsable. Et du coup, vous publiez un petit support, entre guillemets, un guide pratique de la durabilité qui a été présenté tout récemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide ? D'abord, il s'adresse essentiellement au CGP, c'est ça ? Oui, absolument. Après, les CGP peuvent tout à fait partager ces informations avec leurs clients. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'accompagner les adhérents de la CNCGP, d'accompagner les professionnels du patrimoine à monter en compétence sur ces sujets d'investissement responsable, de finances durables, qui sont des sujets pas simples. On sait d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'acronymes, une réglementation particulièrement fournie. Et donc, l'objectif, c'est de leur donner des outils de manière très, très pragmatique. Donc, on va retrouver dans ce guide le cadre réglementaire, on va retrouver un glossaire et on va également retrouver des témoignages de praticiens de CGP assez pionniers sur ces sujets-là. Alors justement, vous avez travaillé avec cette commission, on en arrive à ce petit guide qui doit un petit peu stimuler et prendre par la main, on va dire, les conseillers en gestion de patrimoine, ceux qui sont vos adhérents. Vous les avez consultés aussi, ces adhérents ? Vous savez un peu ce qu'ils pensent, où ils en sont de ces questions durables ? Parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, tout ce qui est ISR, etc., ça a eu le vent en poupe. Enfin, je veux dire, ça a porté aussi pas mal d'épargnants. Donc, comment ça se passe chez les CGP ? Oui, en fait, pour y voir plus clair, on a réalisé avec la CNCGP un sondage en fin d'année dernière, en novembre 2023, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et donc, on a posé un certain nombre de questions. Premier renseignement, 20% des clients, selon notre sondage, expriment spontanément une volonté de prise en compte des critères extra-financiers, c'est-à-dire pas uniquement le critère de performance. Donc, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En tout cas, c'est quand même 1 client sur 5
qui commence à exprimer des attentes. Mais de lui-même, hein, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc je trouve que c'est quand même pas si mal. À 88%, la thématique finalement phare, c'est la thématique du climat. Alors ça ne veut pas dire que les autres n'intéressent pas les épargnants, mais en tout cas, c'est la thématique la plus citée. Et une autre statistique intéressante, en fait, la question était la suivante. Rencontrez-vous des difficultés pour cerner les préférences extra-financières de vos clients ? La réponse a été oui à 78%. Ah oui. Donc, on identifie clairement, quand même, et ce sondage, il est quand même très récent, on identifie finalement des difficultés de la part des adhérents de la CNCGP. Donc c'est pour ça que ce petit guide est là aussi, c'est pour qu'ils puissent mieux piloter les attentes, les espoirs ou les doutes de leurs clients ? Exactement. Et en fait, ce guide, il est non seulement dédié à nos adhérents, mais il a pour objectif d'être disponible, ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire d'être disponible gratuitement. On va pouvoir le télécharger de manière extrêmement simple, directement sur le site de la Chambre. Notre objectif, c'est aussi que toute la profession, tous les métiers de distribution d'épargne. Il n'est pas réservé à la CNCGP. Après tout, si tout le monde s'en saisit, vous serez la plus heureuse, c'est ça ? Oui, absolument. Bon, écoutez, voilà, j'imagine aussi qu'on en parlera au moment du Midsommar de la CNCGP. Hein. Oui, absolument. En fait, ce guide, il va être donc envoyé, il va être disponible sur le site internet de la Chambre, il va être envoyé par email et on le distribuera également en format papier lors du Midsommar, donc le prochain congrès de la CNCGP qui aura lieu le 13 juin prochain. Et on recevra d'ailleurs d'ici quelques semaines Julien Serracchi, le président de la CNCGP. Merci beaucoup Pascal d'être passé nous voir pour évoquer donc ce petit guide pratique de la durabilité à l'intention des conseillers en gestion de patrimoine. À très bientôt, j'espère on se revoit vite pour parler de tous ces sujets d'investissement responsable, etc. C'est toujours très passionnant de vous accueillir. Merci beaucoup Pascal Bossan donc pour la CNCGP ce matin. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre visite dans le monde de votre patrimoine et on va s'adresser à présent aux entrepreneurs, aux dirigeants associés d'entreprises. On va essayer de prendre un temps de réflexion et de conseil autour de la rémunération et du patrimoine, et ce avec Ségolène Roch. Bonjour Ségolène. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Cœur de patrimoine, directrice de l'ingénierie patrimoniale du Conservateur. Quelles sont les régions conjoncturelles qui doivent conduire finalement ces dirigeants d'entreprise à épargner ou à privilégier, on va dire, une épargne de long terme ? Eh bien, en 2024, nous observons une nouvelle donne qui repose sur 3 constats. L'espérance de vie augmente. Ouais. Une évidence, la dépendance augmente avec l'âge, donc on prévoit que le nombre de personnes dépendantes va doubler dans les 30 prochaines années, et puis le taux de remplacement des retraites ne cesse de se dégrader. Donc ces constats doivent conduire à revoir ou à intégrer, si ce n'est pas déjà fait, des stratégies de planification patrimoniale sur le très long terme afin d'anticiper la période de décumulation qui va s'allonger pour chacun d'entre nous. Alors, schématiquement, la vie patrimoniale d'un individu peut se décomposer en 2 phases. Une phase que les anglo-saxons appellent la phase d'accumulation, que nous, on pourrait appeler la phase de capitalisation, et qui commence à l'entrée dans la vie professionnelle qui s'arrête à la retraite. Et puis une phase de décumulation à partir de la retraite, qui elle-même s'articule en 2 volets. Un volet de retraite active et un volet de dépendance dont on ignore totalement la durée. Donc, pendant cette phase de décumulation, il va falloir vivre de son épargne, et tout l'enjeu est donc de se constituer des ressources suffisantes sous forme aussi bien de stock, de capital, que de flux de revenus pour assurer un revenu stable jusqu'à la fin. Ce schéma, il est assez logique, j'ai envie de dire, et on pourrait presque objecter que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les dirigeants d'entreprise finalement. Ah, bien sûr, ça concerne tout le monde, mais pour alors ça concerne tout le monde, mais pour un salarié ou pour toute personne dont la rémunération est subie,
L'enjeu, c'est d'épargner et puis de structurer ses investissements afin de créer un maximum de ressources le moment venu et puis pour répondre aux différents objectifs personnels et projets de vie personnels des épargnants. Donc c'est déjà en soi un sacré travail et mieux vaut être accompagné. Oui, bien sûr. Après, pour les dirigeants, donc là on parle des dirigeants, non pas dirigeants salariés, mais les dirigeants, les associés majoritaires qui ont le contrôle de leur rémunération, eux, en fonction, en fait, ils vont pouvoir positionner le curseur pour décider de la part qu'ils vont attribuer à leur rémunération, de la part qu'ils vont affecter à des distributions de dividendes, de la part éventuellement qu'ils vont laisser dans leur société pour valoriser les capitaux, et puis de la part affectée à de l'épargne plus long terme, comme l'épargne retraite ou l'épargne salariale. Et en fait, en fonction des décisions, toute décision, tout arbitrage qu'ils décident va avoir un impact en termes de fiscalité, bien sûr, en termes de cotisation sociale, et se traduire dans des montants de revenus immédiatement disponibles, revenus différés, tels que les pensions de retraite, et puis capitaux qui se seront valorisés et dans lesquels on pourra après aller puiser des revenus dans cette deuxième phase de vie de décumulation. On a un exemple assez typique, c'est le PER. En fait, la loi Pacte a réformé, en créant le PER, l'épargne retraite, et elle a prévu la possibilité de racheter le PER en capital, ou de transformer en rente viagère, ou de mixer les deux. Voilà, et je pense que le législateur a là anticipé aussi, et s'est inscrit dans cette nouvelle donne à très long terme. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Ségolène Roch, pour illustrer un petit peu le propos ? Alors, un exemple chiffré pour montrer comme quoi chaque décision a un impact immédiat et futur, c'est que vous savez que en fonction on a un statut social qui est différent selon la forme juridique de la société dans laquelle on exerce. Bien sûr. D'accord ? Donc, en SAS, on a un statut assimilé salarié. En SARL, si on est majoritaire, on a un statut assimilé indépendant. Dans le premier cas, si, par exemple, je veux disposer de 120 000 € de revenus avant impôt annuel, l'effort que cette rémunération va demander à ma société, le coût que ça va représenter pour la SAS, sera de 206 000 €. Dans le second cas, si j'ai un statut d'indépendant, pour le même revenu avant impôt sur le revenu, de 120 000 €, l'effort sera de 167 000 €. Donc on voit un écart de 39 000 € déjà dans le cadre de cette rémunération immédiate. J'imagine qu'on ne peut pas s'arrêter, Ségolène, à ces seuls résultats pour en tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon, comme repère, on va dire, comme pour se guider, et peut-être est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Oui, alors en effet, on peut pas s'arrêter à ça, parce que si c'était si simple, ça se saurait et tout le monde se rémunérerait comme gérant majoritaire dans sa SARL. Le premier repère, il est dicté par la société. Est-ce que la société a des résultats ? Est-ce qu'elle peut me rémunérer ? Ensuite, quels sont les besoins du dirigeant ? Pour financer son train de vie, en fait, pour payer son crédit et puis faire vivre son foyer. Ça, c'est la première chose. Et après, dans toutes les situations où les résultats sont assez bons pour laisser de la liberté aux dirigeants, il est essentiel de procéder à une analyse chiffrée, une analyse précise pour évaluer, du coup, la façon dont ils se rémunèrent immédiatement en maîtrisant la fiscalité, les cotisations sociales, et puis en évaluant l'impact en termes de protection sociale et en termes de retraite. Trouver le bon dosage autour des dividendes. Bien sûr. Et puis aussi recourir aux outils qui vont nous permettre d'obtenir des revenus différés et qui nous permettent dans l'immédiat d'avoir une économie d'impôt telle que l'épargne retraite ou dans une moindre mesure l'épargne salariale aussi. Bien sûr. Ouais. Quelques idées reçues aussi, j'imagine ? Alors, une idée reçue, il y en a évidemment plusieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, il y a une explosion de création de SAS au détriment des SARL. Aujourd'hui, il y a à peu près 2/3 des sociétés qui sont des SAS, la plupart des SASU, et à peine un tiers SARL. Et la courbe s'est inversée depuis 10 ans. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous conduire à recourir à la SAS, mais il y a certainement aussi une idée reçue, une idée très répandue que pour se distribuer des dividendes, il faut être en SAS. D'accord. Pour payer un minimum
de cotisation sociale. Je ne sais pas si on a le droit à une minute un peu allons-y. technique. Alors, allons-y. Alors, pourquoi ? Parce que si on se distribue des dividendes, donc là, on voit à nouveau que pour la distribution de dividendes, on a un régime fiscal et social qui n'est pas le même selon la forme de la société, comme pour la rémunération. Quand je suis en SAS, mes dividendes vont être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, donc un taux fixe de 17,2%. D'accord. Et à l'inverse, dans le cadre d'une SARL, je peux avoir une partie importante de mes dividendes qui sera assujettie aux cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants, avec un taux un barème en fait qui commence à 50%. Voilà. Ah oui. Ce que tout le monde n'a pas en tête, c'est que ce barème des cotisations sociales est dégressif. Donc il commence à 50, mais il finit à 21%. Donc il y a quand même de nombreuses situations où c'est ce taux de 21% qu'il faut comparer au taux de 17,2%. Oui, donc la différence est moins flagrante. La différence est moindre. En plus, sur les 21%, il y a une bonne partie qui est déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc finalement, la tendance s'inverse, sans compter en plus le fait que les cotisations sociales sont contributrices et vont nous donner des droits supplémentaires en termes de retraite notamment. Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Quelques points d'attention aussi que vous vouliez mettre en avant. Oui, alors des points d'attention, il y en a des nombreux, mais je vais m'en tenir à ceux qui sont un peu plus d'actualité. On est en période de déclaration fiscale. Il nous reste quelques temps, oui. Il reste quelques semaines. Donc les personnes concernées par l'IFI se mobilisent, savent l'enjeu qu'il y a autour de ça. Alors l'IFI, vous savez, c'est de toute façon une photo du patrimoine immobilier au 1er janvier. Mais la structuration de la rémunération, quand on est en présence de groupes de sociétés avec un immobilier qui est affecté à une exploitation, mais qui n'est pas logé dans la même structure. Voilà, il y a un vrai enjeu autour de ça, et la structuration de la rémunération peut avoir un impact sur l'imposition à l'IFI, ou au contraire l'exonération au titre des biens professionnels. Donc là, attention. Et puis quelque chose de très important, c'est qu'il y a en matière sociale, c'est moins connu, mais il y a une procédure d'abus de droit également, qui était moins usité, heureusement, que l'abus de droit fiscal jusqu'à présent. Mais malheureusement, ça peut changer, puisqu'en fait, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024 a réformé la procédure. Jusqu'à présent, les URSSAF se heurtaient à des problèmes de procéduraux, de forme, etc. Et c'était rare que ça aboutisse. Et la loi de financement pour la sécurité sociale a simplifié tout ça, fluidifié tout ça et levé les obstacles procéduraux. Ouais. Donc, il est vraiment plus important que jamais d'éviter toutes les situations où on cherche à échapper à tous les coûts aux cotisations sociales en s'éloignant de l'économie du dispositif. Et là, j'ai 2 exemples qui sont quand même assez courants. C'est la personne qui se structure en SAS et qui évite de se rémunérer, qui se contente de verser des dividendes, qui sont du coup assujettis à la flat tax. Et puis aussi les personnes qui interposent entre leur société et elles-mêmes une holding, pour éviter également de se rémunérer, ne se rémunérer que par des dividendes assujettis à la flat tax. Bon, donc attention à tout ça. Qu'est-ce qu'on se dit en conclusion sur ce thème qu'on évoque ensemble ce matin ? Ce qu'on se dit, c'est que pour tout le monde, mais en particulier pour les dirigeants, on remet en perspective chaque année son système de rémunération, incluant également la part qu'on affecte à l'épargne très long terme, qui générera des revenus différés. Et puis, par la même occasion, on procède aux arbitrages patrimoniaux nécessaires pour servir ses projets de vie, ses objectifs, et puis encore se donner de la sécurité pour cette deuxième phase de vie qui risque de durer. Merci beaucoup, Ségolène. Ségolène Roch et l'ingénierie patrimoniale du Conservateur ce matin sur Radio Patrimoine. On continue, bien évidemment, à vous accompagner. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on continue bien évidemment ce voyage au cœur de vos problématiques patrimoniales en évoquant les questions de marché, de bourse, d'actions, d'obligations. Et pour ce faire, c'est Christopher Dembick qui est avec nous. Bonjour Christopher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Conseiller en investissement pour Pictet et les banques centrales qui font beaucoup parler d'elles avec... Allez, on aime bien les journalistes trouver des grands mots tout de suite, qualifier tout ça d'historique ou pas. Traditionnellement, on va dire c'est la Fed qui décide et c'est la BCE qui suit. Et
pour une première fois. Ça pourrait bien être l'inverse. Ce serait la Banque Centrale Européenne qui tirerait la première et la Fed qui, bon an, mal an, suivrait. Comment est-ce que vous voyez les choses chez l'une, chez l'autre ? Finalement, la BCE, elle n'a pas eu le choix. La réalité, c'est que quand on a une inflation qui diminue très rapidement, on a également une croissance qui a atteint un point bas au premier trimestre, mais il faut quand même malgré tout la soutenir. On voit qu'elle redémarre, mais il faudra mettre un peu de crédit dans tout cela pour que ça puisse redémarrer un peu plus rapidement. On voit qu'il n'y a pas de tension particulière, le taux de change est plutôt stable d'ailleurs. Donc automatiquement, la BCE n'avait pas d'autre choix que de se dire, il va falloir que j'y aille. Elle a eu un peu de chance parce qu'on a eu la Banque nationale suisse qui a dégoupillé la première. Elle ne sera pas seule à dégoupiller également au mois de juin. On sait que la Banque du Canada, peut-être la Banque d'Angleterre vont aussi baisser leur taux. Mais c'est vrai que c'est probablement une sorte d'exceptionnalisme américain qui est plus mis en avant que le côté européen. La réalité, c'est que du côté des États-Unis, on a une surperformance de l'économie américaine qui est assez impressionnante. Alors on sait quels sont les moteurs, c'est notamment beaucoup de dépenses publiques, les relocalisations, le protectionnisme, etc. Même le coût de l'électricité qui est plus bas que dans la plupart des pays européens. Ça joue aussi au niveau économique. Et ça, ce sont tous des éléments qui font que l'économie américaine, finalement, n'est pas en possibilité aujourd'hui de baisser les taux avec des pressions inflationnistes qui demeurent, une demande qui reste très soutenue. Donc il y a ce paradoxe américain, cet exceptionnalisme qui perdure et qui fait que les autres banques centrales doivent, à court terme en tout cas, avoir un agenda qui n'est pas lié aux États-Unis, ce qui est assez inédit, bien sûr. Malgré tout, cette banque américaine, cette réserve fédérale, elle avait presque prépositionné un petit peu X baisse, X mouvement, parce qu'elle a un calendrier non écrit, mais qui est historiquement important aussi, c'est celui de l'élection américaine. Et là, on se dit que si elle prend pas le pli tout de suite, elle rétrécit quand même sérieusement son calendrier. C'est quelque chose que les marchés doivent prendre en compte, ou finalement la situation est pas non plus périlleuse à ce point que si ça se décale de quelques mois, c'est pas dramatique. Alors, le marché considère qu'il y a deux options pour la première baisse des taux. Septembre et novembre, bien sûr, calendrier élection présidentielle. Septembre, c'est un peu ambitieux pour une simple et bonne raison. Aujourd'hui, on a l'inflation à 3,4%. Si on regarde les prix à la consommation, pour que la Fed puisse baisser les taux, il faut se dire qu'elle devra avoir plusieurs mois d'affilée d'inflation sous 3% au moins. Et septembre, ce sera certainement pas le bon mois pour avoir ces données-là. On voit que l'inflation reflue, mais il faudra attendre certainement un peu plus longtemps. Donc, ça nous ramène effectivement au mois de novembre, qui est une des échéances que met en avant le marché. Le problème, c'est que même si on sait la Fed est indépendante, etc., c'est compliqué dans ce contexte-là. Dans tous les cas, il y a plus de volatilité du marché, plus d'incertitude, surtout si on est sur une élection qui puisse être contestée, ce qui n'est pas complètement exclu. Donc automatiquement, j'ai du mal à voir un calendrier de novembre qui soit cohérent. Ça nous ramène éventuellement à décembre, mais la réalité, ce qu'on peut considérer, c'est peut-être que finalement, et vous en aviez certains qui annonçaient ça il y a quelques mois de cela, ils étaient un peu vus comme des farfelus. Finalement, peut-être qu'on n'aura pas de baisse de taux aux États-Unis en 2024 et que ça nous ramène au calendrier 2025. Oui, mais du coup, vous parliez il y a quelques minutes à peine de la question du taux de change. Ouais. Si la BCE agit, re-agit, voire re-agit, et que de l'autre côté, ça bouge pas, là, pour le coup, sur le change, ça va se tendre. Ah oui, parce que si on se dit qu'on n'a pas de baisse de taux aux États-Unis, sur toute l'année 2024, on peut anticiper 50 à 75 points de base côté zone euro. Donc effectivement, à un certain stade, tout ça, ça commence à être intégré, mais on voit bien, sur le marché des changes, il y a toujours un peu de retard entre ce qui est annoncé et l'impact sur le marché. C'est vrai que là, le taux de change est très stable, il n'y a pas de sujet, mais bien évidemment, si on a un tel décalage qui se met en place, avec peut-être même une incertitude sur quel sera le calendrier de la Fed en 2025 qui va accentuer, le taux de change va redevenir un sujet. Christine Lagarde a fait plein d'interventions sur les dernières semaines. À une reprise, elle a mentionné qu'on surveillait le taux de change sans inquiétude. C'était vraiment au détour d'une discussion. Il n'y a pas une accentuation sur ce sujet-là, mais ça peut revenir très rapidement. Le problème du taux de change, il est simple. C'est bien évidemment si vous avez l'euro qui chute, plutôt vers les 1,05, 1,03. Là, c'est de l'inflation importée qui va compliquer la tâche et ça veut dire que le job qui a été bien fait par la BCE, finalement, il faudrait resurveiller l'inflation. Donc, très compliqué. C'est pour ça, justement, que historiquement, d'ailleurs, vous le mentionnez au début, historiquement, les banques centrales, elles se collent à la Fed parce qu'on veut éviter ce type de mésaventures qui puissent survenir. Alors, en attendant, on a nos marchés qui vivent leur vie et qui la vivent plutôt pas mal, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse à une forme de confiance sur ces marchés et où est-ce qu'il y a des éléments qui méritent d'être vraiment surveillés ? Alors,
C'est vrai qu'on est sur un peu une zone de croisière. Si on regarde, les marges, elles sont meilleures que prévues, notamment aux États-Unis, mais aussi en zone euro. C'est quasiment fini la saison des résultats, donc on commence à avoir un peu de perspective à cet égard. Il y a bien sûr le boom de l'IA. Alors il y a un peu de fatigue à cet égard, c'est-à-dire que ça fait quand même plus d'1 an qu'on en parle. Ouais. Si on regarde dans le détail, bien sûr, il y a des investissements dans l'IA sur les grandes techs, mais sur les autres entreprises, ça tarde à se matérialiser. Et d'ailleurs, dans les publications trimestrielles, la mention du terme IA était beaucoup moins fréquente sur les dernières semaines, sur le dernier trimestre que lors des trimestres précédents. Donc ça montre aussi cet aspect-là. Mais fondamentalement, outre les marges, vous avez aussi un consommateur qui se porte plutôt bien. Alors ça ne se matérialise pas toujours dans l'immédiat avec des hausses de vente au détail. On voit qu'en zone euro, on est sous la moyenne de long terme. Aux États-Unis, sans surprise, on est au-dessus de la moyenne de long terme. Donc là, ça légitime bien sûr des marchés actions américains qui se portent très très bien. Même au Japon, on voit que la confiance revient. On s'attend à ce que ça se matérialise dans les ventes au détail. Ça va accentuer la hausse du Nikkei 225. Et puis plus fondamentalement, quand on regarde quand même dans le détail, vous avez cette hégémonie, ce marché un peu oligopolistique de valeurs tech qu'on connaît tous, qui domine. Les fameux 7 et quelques. Exactement, qui dominent et qui font l'essentiel quand même de l'appréciation des marchés. Mais pour autant, avec ces marchés qui sont quand même au perché, c'est encore le moment de venir sur de l'investissement action, enfin dans son portefeuille, dans son patrimoine. Un épargnant aujourd'hui, il doit malgré tout avoir ou constituer une poche action. Alors il y a une question qui revient effectivement toujours quand on parle de ça, c'est est-ce que c'est le bon point d'entrée? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup augmenté. Nvidia, je crois qu'il y a un peu la valeur phare, c'est 90% depuis le début de l'année. Donc on se dit c'est peut-être un peu cher pour avoir du Nvidia dans son portefeuille. La réalité, c'est qu'historiquement, on sait très bien que c'est compliqué de trouver le point d'entrée. En revanche, il y a un autre élément qui apporte un élément de réponse plus important, c'est que quand on investit sur les actions, sauf cas particulier, on investit sur du long terme. Bien sûr. Et donc si on est après, vous avez une myriade de dispositifs fiscaux aussi qui sont à prendre en considération, qui font que vous allez les garder pendant un certain temps. Mais disons, si on est sur 5, 6, 7 ans de détention des actions, a priori, le point d'entrée va quand même pas jouer énormément. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des tendances de long terme. Et au pire, à ce moment-là, si on a envie de le soigner, on fait de l'investissement programmé, on en met un peu chaque mois ou un peu chaque trimestre et comme ça, on lisse. Qui est très bien pour l'épargnant. Je pense que c'est un bon moyen de gérer. Vous investissez au fur et à mesure, vous lissez. Il y a plein d'études qui montrent que ça lisse particulièrement bien. Donc pour moi, indéniablement, pour un épargnant, peu importe d'ailleurs son profil, est-ce qu'il est risqué ou pas, il faut détenir des actions en portefeuille. Vous avez rappelé l'importance, la place prépondérante qu'ont pris un certain nombre de valeurs dites de croissance, et on a un peu l'impression que là où avant il y avait souvent une espèce de match, de combat entre les croissances d'un côté, les values de l'autre, les défensives, enfin bref, on avait comme ça des thématiques ou du wording, comme on le dirait en bon français, qui venait un peu imprégner sa marque sur la stratégie d'investissement. Aujourd'hui, on a l'impression que il n'y a plus que la croissance et qu'il n'y a plus de value, qu'il n'y a plus de défensive, qu'il y a plus... Vous le partagez un peu cette idée ou vous dites non et attention, il y a une répartition à bien faire dans son portefeuille? Alors, je pense que effectivement, le critère qui est d'avoir ces 3 classifications qui étaient finalement un peu la base, aujourd'hui fait beaucoup moins sens. Moi, quand j'investis, à titre personnel même, je vais plutôt regarder où vont les flux de capitaux. Et donc, les flux de capitaux, ils ne s'intéressent pas spécifiquement à ce que c'est des valeurs défensives ou pas. Aujourd'hui, les flux de capitaux, vous avez 2 répartitions, soit par secteur, soit géographiquement. Géographiquement, grosso modo, quand même, ils vont aux États-Unis, avec la petite exception japonaise. On voit quelques flux qui reviennent en Europe, mais parce que c'est un peu cher du côté américain, mais la réalité, ça reste très prépondérant américain. Et après, lorsqu'on regarde dans cette répartition géographique, ce sont quand même ces valeurs technologiques qui dominent très largement la cotation. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a typiquement sur le CAC 40 et sur le CAC Small un rattrapage. Et le CAC Small, à l'instant T, donc on verra, ça peut évoluer, surperforme le CAC 40, mais de peu, et il y a un phénomène de rattrapage. Mais, et certains vous diront, voilà, ça veut dire qu'il faut aller sur les petites valeurs, c'est intéressant. Je vais être un peu plus prudent, je pense que ce phénomène de rattrapage va pas durer. C'est plus du positionnement tactique, comme on dit en gestion d'actifs, donc c'est de quelques mois.
Mais la réalité, c'est que les flux, quand même, ils vont sur ces grosses valeurs. Parce que qu'est-ce que le marché, les investisseurs anticipent? Ils se disent, on est face à une révolution industrielle, il faut des capitaux, même si les taux y baissent, c'est compliqué pour une small cap. Donc, on va plutôt aller sur les grandes valeurs tech. Et je vous parlais précédemment d'NVIDIA, c'est un peu incontournable d'avoir cette valeur dans son portefeuille, malgré une appréciation de 90% depuis janvier. Ouais, donc, vaut mieux l'attraper dans un fonds qu'en direct aussi, là, pour le coup, pour avoir une part de NVIDIA et pas devoir... C'est mieux en termes d'approche. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Christopher Denbigh, donc Pictet, qui nous accompagnait pour envisager cette thématique action dans son portefeuille. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Cœur de patrimoine qui aujourd'hui s'intéresse aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux dirigeants. On en parlait tout à l'heure avec Ségolène Roch du Conservateur et on remet le métier sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier plutôt, avec Benoît Berchebru. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Norcia. Et on va donc s'intéresser encore et toujours à ces chefs d'entreprise, à ces dirigeants. Mais là, par le biais de la protection du chef d'entreprise et de sa famille, parce qu'on ne le répétera jamais assez, bien se protéger, ça permet beaucoup de choses et ça permet notamment d'assurer la bonne santé, la pérennité de son entreprise et puis la sécurité de sa famille. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une prévoyance patrimoniale? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Exactement. Donc, la prévoyance patrimoniale, ça permet de se prémunir du risque des aléas de la vie et des conséquences financières. Parce que souvent, un chef d'entreprise, il va assurer le matériel, les machines, mais beaucoup moins le capital humain. Et c'est important également de protéger ce capital humain. Alors, on a finalement 3 solutions. La garantie homme-clé, qui va venir protéger l'entreprise, la garantie croisée associée au niveau des associés, et puis finalement la prévoyance temporaire d'essai classique qu'on connaît bien. Alors, 3 thématiques à développer ensemble. La première, la garantie homme-clé. De quoi il s'agit ? La garantie homme-clé, c'est un contrat qui va être souscrit par l'entreprise pour garantir un homme clé dans la société. Donc finalement, on a beaucoup la situation où on se dit l'homme clé, c'est l'un des associés. Mais pas toujours. On a un nez chez un parfumeur, un chef d'entreprise, la personne qui va faire la cuisine chez un restaurateur, un chirurgien dans une clinique. Il ne possède pas forcément la clinique en elle-même, les murs ne sont pas forcément propriétaires. Mais s'il est plus là, Et pourtant, une incapacité, une invalidité, parce qu'on parle beaucoup du décès, mais c'est aussi l'incapacité et l'invalidité, ça peut avoir un impact sur la pérennité de l'entreprise et sur le chiffre d'affaires. Et du coup, via cette garantie homme-clé, finalement, l'entreprise, elle se protège, elle se garantit, elle s'assure, c'est ça ? Exactement. Celui qui souscrit le contrat, là, c'est bien l'entreprise elle-même. Celui qui va payer les cotisations, forcément, comme le souscripteur, c'est l'entreprise, c'est également l'entreprise qui va payer ses cotisations. En payant ses cotisations, on a quand même un petit avantage fiscal, c'est que ça crée une charge déductible et donc ça réduit l'assiette taxable de l'impôt sur les sociétés. Mais encore une fois, on ne souscrit pas un homme clé pour réduire sa base taxable, on souscrit d'abord un homme clé pour protéger son entreprise pour et assurer la pérennité de... Exactement. Bon, vous le disiez, il y a un petit avantage fiscal au passage, c'est pas désagréable, mais si l'entreprise est assurée que ce qui ne devrait pas arriver arrive, c'est-à-dire que l'entreprise va toucher de l'argent, si je vous ai bien suivi, ça veut dire que ça va être un revenu entre guillemets pour elle. Exactement. Et là, il y a de la fiscalité. C'est traité comment ? Forcément, ça va constituer un revenu exceptionnel et comme c'est un revenu exceptionnel, ça va être taxé à l'impôt sur les sociétés. Simplement, il y a une petite mécanique qui permet de lisser sur 5 exercices comptables cette fiscalité au lieu de se la prendre en one shot sur une année pleine. Et le montant, on le détermine comment ? C'est forfaitaire ? C'est fonction du chiffre d'affaires ? C'est nécessairement à discrétion ? Non, c'est forcément en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur de la société. Oui, parce que finalement, une société qui vaut 1 million d'euros, je veux la garantir à hauteur de 10 millions d'euros. Dès lors que la société a la capacité de payer, on peut se dire, je vais me faire le levier prévoyance comme je peux utiliser le levier bancaire. Non, il y a toujours une corrélation entre le montant de ma garantie. On ne peut pas surassurer son homme clé. Il y a un min et un max, mais on ne peut pas faire x10 sur la valorisation de l'entreprise. Ça a quoi comme coût, en gros ? Souvent, la prévoyance, on ne veut pas le faire parce qu'on se dit ça coûte trop cher.
Encore une fois, il faut un peu démocratiser tout ça. Encore ce matin, on faisait une simulation pour garantir une homme clé pour un homme, puisque ça dépend si on est un homme ou une femme, donc pour un homme non fumeur, pour garantir un capital sur risque de 500 000 euros à tout instant. Les premières années, ça va coûter à peu près 65 euros par mois. 65 euros par mois pour être garanti à hauteur de 500 000 euros. J'ai envie de dire, pourquoi se priver ? Faut pas se priver et il faut y aller. Surtout que c'est payé par l'entreprise en plus. Bon, vous nous aviez annoncé donc 3 thématiques entre guillemets à évoquer. On a parlé de cette garantie homme clé. Il y a aussi la garantie croisée associée. Vous en avez dit rapidement un mot tout à l'heure, et je trouve que ça ressemble quand même vachement à cette garantie homme clé, non ? Alors, la garantie croisée associée, on prend un peu de hauteur. La garantie homme clé, c'est en dessous. La garantie croisée associée, c'est au-dessus. Nous deux, on va créer une société, puis on est associés à 50-50. Et puis, ça avance bien, ça se développe bien, et la société vaut 1 million d'euros. Vous, votre quote-part vaut 500 000 euros, la mienne, elle vaut 500 000 euros. Demain, je viens à décéder. Vous êtes d'accord pour travailler avec moi, mais vous n'êtes pas d'accord pour travailler avec mes héritiers, qui vont devenir associés. Donc déjà là, c'est se dire, est-ce que vous, Cédric Decoeur, vous avez 500 000 euros de côté, et si vous les avez, est-ce que vous êtes d'accord pour les prendre et racheter les parts de mes enfants ? Là, on peut se dire, si je les ai pas, c'est la périclité de la société. Je suis obligé de la vendre pour pouvoir les désintéresser. En souscrivant la garantie croisée associée, je vais souscrire un contrat de prévoyance et je vais vous désigner comme bénéficiaire. Et vous allez faire la même chose de manière croisée. Vous allez souscrire le contrat et vous allez me mettre bénéficiaire. Donc là, c'est plus l'entreprise qui est assurée, qui est bénéficiaire, etc. Ce sont les associés. Exactement. Pour finalement disposer des liquidités suffisantes pour pouvoir désintéresser ensuite mes héritiers et simplement leur racheter les parts. Et là, la fiscalité ressemble à quoi quand le fait générateur survient ? Alors là, on est en contrat de prévoyance, personne physique. On n'est pas sur la homme clé, donc on est en contrat de prévoyance personne physique. Donc on va appliquer les articles classiques qu'on retrouve en assurance vie épargne, c'est-à-dire le 990I et le 757B. Vous savez, ces fameux articles. Pour les primes versées avant 70 ans, je vais avoir un abattement de 152 500 euros, puis après taxé à 20% jusqu'à 852 500 et 31,25. Ça, c'est sur l'assurance vie classique. Et puis, pour les primes versées après 70 ans, j'ai un abattement global de 30 500 et après, je suis taxé en droit des successions. On va appliquer les mêmes articles au contrat de prévoyance. Sauf qu'il y a une spécificité, c'est que l'assiette, elle est ultra réduite. Pourquoi ? C'est-à-dire que si je viens à décéder avant mes 70 ans, vous, Cédric Decoeur, vous allez recevoir 500 000 euros. Simplement, l'assiette de taxation correspond pas à l'ensemble des primes versées, mais uniquement à la dernière année de cotisation. Autant vous dire que pour avoir 152 500 euros de primes la dernière année, on est sur des capitaux d'essai représentant plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis si je décède après 70 ans, là je vais être en 757B. Simplement l'assiette, c'est le cumul de l'ensemble des primes versées après 70 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Donc ça veut dire que généralement la taxation n'est pas forcément inexistante, mais relativement faible. Elle est relativement faible et dans 90% des cas, j'arrive à transmettre des capitaux d'essai dès lors que je suis pas sur 10, 20 ou 30 millions d'euros avec zéro taxation parce que mon assiette taxable est ultra réduite. Donc on rappelle, la différence est essentiellement aussi que là, ce sont les hommes qui sont assurés, et pas la société. Exactement. Mais ça veut dire que qui paye la prime ? Alors, normalement, le payeur de prime, c'est le souscripteur. On a bien compris que là, le souscripteur, c'est vous et moi, puisqu'on se garantit mutuellement contre notre risque. Est-ce que la société aurait un intérêt à prendre en charge cette prime ? La réponse est oui. Simplement, fiscalement, il faudra réintégrer en avantage en nature le montant de la prime. C'est très important parce que si demain, vous venez à ne plus payer la cotisation ou que je viens à ne plus payer la cotisation, vous n'êtes plus garanti. Donc, la société, elle a tout intérêt à continuer à payer la prime pour s'assurer que vous recevez les 500 000 euros et puis que du coup, vous ayez les liquidités suffisantes juste pour permettre la pérennité de l'entreprise. Donc, ce contrat garantie croisé permet de disposer de ces fameuses liquidités supplémentaires à moindre coût. Mais est-ce que du coup, elle permet d'éviter, j'ai presque envie de dire de facto, l'arrivée d'un nouvel actionnaire Eh bien non, parce que là, en fait, on a verrouillé l'aspect financier. Mais qui c'est qui vous dit que mes héritiers, je suis marié, est-ce que mon conjoint et mes enfants ne veulent pas devenir associés ? Et donc là,
la garantie croisée associée, c'est sur l'aspect financier. Il faut aussi le verrouiller d'un point de vue juridique. Et comment on fait pour verrouiller d'un point de vue juridique? En fait, il faut simplement prévoir une clause d'agrément, c'est-à-dire que l'associé en place, encore en vie, c'est-à-dire vous, si je viens à décéder, vous allez devoir donner votre accord. Et puis, si vous dites non et que je vous ai donné la prévoyance de l'autre côté, vous dites non juridiquement, vous avez 500 000 euros de côté, vous donnez les 500 000 euros à mes enfants et vous leur rachetez leur part. Et vous, comme ça, vous permettez de ne pas vous retrouver associé avec des personnes que vous n'avez pas souhaitées. Allez, on termine avec le dernier item, la garantie prévoyance temporaire décès. Kezako. Alors là, on a compris, homme-clé en dessous, garantie croisée associée, c'est pour garantir les associés. En fait, la garantie temporaire décès, c'est de dire, toi, mes enfants, vous, mes enfants, vous allez peut-être vous retrouver dans mon actif de succession avec ma société. La valeur de mes parts, de ma société, elle n'est pas liquide. Si j'ai une société qui vaut 10 millions d'euros, je suis tout seul, est-ce que mes enfants, ils ont les liquidités suffisantes pour payer des droits de succession sur 10 millions d'euros? Bien sûr. La réponse est non. Aujourd'hui, comment on fait pour protéger ça? En fait, on va souscrire des contrats d'assurance vie classiques. On se prive une partie de notre patrimoine pendant toute notre vie. Je décède, je donne l'argent à mes enfants et ils donnent l'argent au fisc. Je suis désolé, mais on peut faire mieux. Justement, avec ces contrats de prévoyance où on fait un côté d'assurance vie pour protéger mes enfants et de l'autre côté, à moindre frais, parce que je rappelle que 65 € pour un capital sur risque à 500 000 euros, ça n'a pas de prix. Oui, parce ça que coûte pas on grand-chose. est plutôt sur l'autre gamme tarifaire. Ouais. C'est ça. Donc la garantie temporaire d'essai, c'est plutôt pour se protéger d'un point de vue personnel. Faut donc combiner exactement tous ces trois schémas strates exactement. Pour garantir au mieux la vie et l'après-vie entre guillemets d'un créateur d'entreprise. Merci beaucoup Benoît d'être passé dans Cœur de Patrimoine pour évoquer ces thématiques. Donc Benoît Berchebru pour Norcia. À tout de suite. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, Cœur de Patrimoine, on va parler d'un mode d'investissement, d'un mode d'habitation. Enfin, on va découvrir ce qu'on appelle le co-living avec Vincent Lachaine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur du développement de M Capital. Et on va effectivement parler de co-living, mais d'abord une petite fiche, une petite présentation brève de M Capital. Bien sûr. Alors, M Capital est une société de gestion indépendante qui existe depuis plus de 20 ans. On a 4 lignes métiers et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la branche immobilière, donc value added en immobilier. On est société à mission, on est labellisé Bicorp. Donc notre idée et notre mission, c'est de prendre des actifs obsolètes ou en voie d'obsolescence, de les rénover et de les repositionner sur le marché, ou alors de créer directement des actifs neufs aux meilleures normes environnementales. Voilà pour le portrait. Je le disais, on cause de co-living. C'est quoi le co-living ? Alors le co-living, je pense que tu connais la colocation. Ouais. Donc c'est une forme de colocation avec beaucoup plus de services. Donc l'idée pour nous, en tout cas chez M Capital, avec notre plateforme de services Builder où tu peux acheter ces opérations, c'est de choisir des actifs. Donc ce sont des grandes maisons en fait, des grandes maisons résidentielles qui sont souvent d'anciennes maisons familiales totalement hors d'usage aujourd'hui. D'accord. Tu sais, il y a une époque, les familles avaient beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, selon l'INSEE, on en est à moins de 2. Oui. Donc, et puis le prix des maisons a aussi beaucoup augmenté, donc ça aide pas à les garder parfois. Tout à fait. Et puis les contraintes DPE énergétiques et le coût des énergies poussent en fait à ce que ces actifs soient remodelés, reconditionnés. Et c'est ce qu'on fait en fait. Donc on prend ces grandes maisons, on fait des travaux de restructuration. Donc chaque résident, chaque co-liver a son espace privé avec sa chambre, sa salle de bain et son petit bureau. Et ensuite, il y a des espaces de vie communs. Donc ça va de la salle de télé, de la salle de restauration, un jardin et pour certains actifs, un sous-sol avec une salle de sport ou une salle de home cinéma. Donc en fait, il y a beaucoup de services. Il y a le ménage 2 fois par semaine, donc c'est pas la colocation comme on l'a connu. C'est pas la colocation où on tire au sort pour savoir où on partage le frigo, etc. Non, pas du tout. Ça concerne qui du coup finalement, c'est une version moderne de l'auberge espagnole, uniquement les étudiants ou les jeunes actifs, ou ça concerne d'autres catégories ? Alors, c'est une bonne question. Alors, on a commencé, nous, depuis quelques années, sur le co-living jeune actif, parce que c'était la thématique la plus porteuse et historiquement la plus développée dans les pays anglo-saxons. Donc, on a commencé avec cette typologie d'actifs à Paris, première couronne, donc des grandes maisons rénovées pour mettre jusqu'à 15 co-livers dedans. Mais ce besoin, il est valable aussi pour toutes les populations, parce qu'on a aussi les seniors aujourd'hui
qui souffrent d'un certain isolement, qui veulent des résidences avec services choisis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça peut être aussi des familles monoparentales, des réfugiés, des personnes en situation de handicap physique ou en situation de handicap moteur, enfin bref, tous les endroits où l'offre de logement adapté n'est plus disponible, parce que tu le sais aussi, on est dans un contexte de tension sur le foncier et sur le parc locatif, historiquement délirant. Donc c'est des solutions alternatives pour pouvoir loger les Français. Donc aujourd'hui, des jeunes actifs, ça c'était le début de l'offre, on va dire. Ouais, et puis ces seniors, alors effectivement, ça veut dire qu'au lieu de se retrouver, on va dire, en maison de retraite, on est entre seniors, oui, mais dans un endroit un petit peu plus à taille humaine, c'est ça ? Exactement. Oui, pour redonner un chiffre, il y a 82% des personnes qui vont aujourd'hui en EHPAD, qui le subissent et qui ne le choisissent pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a tous des parents et des grands-parents. On a vu que parfois ils ne pouvaient pas garder leurs animaux, leurs chiens, leurs chats. Exactement, il y a ces contraintes-là. Bien sûr, il y a cette contrainte-là. C'est souvent des gens qui... Alors, le public cible, on va dire, chez nous, ce sont des personnes qui ont entre 75 et 84 ans, qui veulent en fait une expérience de vie dans un bel actif, parce que c'est pas évident quand on a vécu toute sa vie en pavillon d'aller ensuite dans un espace avec immeuble, 200 ou 300 personnes. Donc là, par exemple, pour le co-living senior, on va cibler des municipalités de plus petite taille, par exemple Orléans, ou des villes de cette nature-là, mais très très bien connectées aux grandes métropoles, dans lesquelles tu as beaucoup de services, il y a du loisir, il y a des infrastructures médicales, des infrastructures de santé. Et l'idée, effectivement, alors c'est l'auberge espagnole, mais pour les seniors, donc tu as eu 11 résidents dans une maison, et par contre, chacun a son espace de vie privatif, peut ramener aussi ses meubles, mais tu as des espaces de vie avec des animateurs et de l'aide pour faire le repas, pour pouvoir prendre ses rendez-vous chez le médecin, avec ensuite un accompagnement. Il y a moins de salles de sport, quoi, c'est ça ? Voilà. Je plaisante. Le sport, tu peux le faire juste à côté. Et est-ce qu'on peut imaginer du co-living croisé, finalement, intergénérationnel, parce que ça peut aussi être... Oui, alors on a regardé tout à fait cette thématique. C'est un petit peu moins facile à mettre en place à court terme, pour des raisons de rythme de vie. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est un sujet qu'on regarde aussi. Bon, je vais être hyper pragmatique, mais on est aussi là pour causer aux investisseurs. Ouais. Les investisseurs, ils y trouvent leur compte, du coup. J'imagine qu'ils vous appuient aussi sur ces opérations. Ah, bien sûr. Alors, dans notre gamme, pour te situer les choses, on a une activité type crowdfunding immobilier avec notre plateforme Builder. Ces mêmes opérations, tu peux les retrouver dans des véhicules collectifs type FCPR. On fait aussi de l'immobilier géré et de l'immobilier fractionné. Et par exemple, le co-living senior, c'est exactement ça. Donc, où les investisseurs vont y trouver leur compte ? Pour des gens qui aiment l'immobilier géré type SCPI ou SC, en fait, tu as un ticket d'entrée à 5 000 €. On va s'occuper de choisir l'actif, de financer les travaux, de mettre un exploitant en place dédié à la thématique. Et ensuite, la durée, par exemple, du co-living dont on parlait à Orléans, ça dure 8 ans. Et le client, l'investisseur, va chercher une distribution trimestrielle pour aller chercher une rentabilité annuelle de 6%, donc ce qui est tout à fait comparable aux meilleurs SCPI du moment, et un potentiel de plus-value à 8 ans, parce que cet actif rénové, meublé, remis au goût du jour, parce qu'on passe d'une passoire thermique, si tu veux, qui est F ou G, à une note énergétique C. C'est aussi ça qu'on met en place chez Builder et chez M Capital, c'est remonter la qualité des actifs et changer leur usage comme ils sont meublés et équipés. Et donc l'investisseur, pour 5 000 €, il peut participer à différentes opérations, sur tout le territoire français, avec différents exploitants. Et encore une fois, il n'a pas oublié... Et au bout de 8 ans ? Au bout de 8 ans, c'est des obligations dites indexées. Donc l'investisseur récupère son nominal et le potentiel de plus-value. Et fiscalement, on est dans un cadre qui est quand même particulièrement attractif, sachant que tu es hors IFI et à la flat tax au PFU pour les personnes physiques. Et on les trouve facilement, c'est bien. Enfin, vous, quand chez M Capital, vous regardez un petit peu ces maisons, vous vous retrouvez aussi en compétition avec des promoteurs qui veulent raser et faire un immeuble. Alors, et c'est probablement beaucoup plus c'est une bonne question. Économiquement, que de retransformer la maison pour en faire 11 logements. Alors, ça dépend comment tu vois les choses. Il y a quelques années, effectivement, parce qu'on a commencé cette thématique il y a plusieurs années, le co-living jeune actif. Aujourd'hui, pour te donner un chiffre, on en exploite 18 actifs co-living. On en a acheté 18. Donc, on a une vraie expertise sur le sujet. On n'a pas cédé à l'effet de mode. Mais à l'origine, oui, c'est vrai. Les promoteurs étaient tout à fait intéressés par ces surfaces.
Aujourd'hui, vu le contexte de nos amis promoteurs, ils sont déjà en train d'utiliser leurs propres réserves foncières. Et puis, les particuliers qui étaient effectivement des acquéreurs naturels de cette typologie d'actifs, aujourd'hui ont un accès plus difficile au crédit, parce que les taux, je vais pas refaire tous les cœurs de patrimoine, mais le taux en lui-même, il reste historiquement raisonnable. Par contre, les conditions d'octroi étant difficiles, on a beaucoup moins de particuliers, sachant que nous, on achète cash les actifs sans conditions suspensives de prêt. Et puis, d'un point de vue carbone aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de prendre un actif comme ça, obsolète, de le remettre au goût du jour, ça permet aussi à la municipalité de ne pas trop effrayer ses administrés avec du bétonnage. D'un point de vue carbone, on est assez bien vu. Exactement. Et d'un point de vue carbone, c'est 60 fois moins de carbone émis en rénovant une maison plutôt qu'en en créant un nouvel actif. Et tu vois, dans une famille faite dans une maison familiale de 5-6 personnes, aujourd'hui, tu as 10 à 15 co-livers qui peuvent partager une tranche de vie. Alors, les jeunes actifs, tout à l'heure, tu en parlais, c'est des durées assez courtes. C'est des gens qui restent entre 8 et 12 mois. Et ça, c'est vous qui gérez Alors, c'est l'exploitant, parce que nous, la particularité, c'est que nous, on achète, on fait les travaux, c'est ça. Et on choisit un exploitant. C'est l'exploitant, lui, qui gère le remplissage. Exactement. Et c'est pour ça qu'on prend des acteurs spécialisés sur leur thématique, pour qu'on ait le taux de remplissage le plus élevé possible. Mais tu vois, entre les jeunes actifs, c'est 8-12 mois. Donc là, l'exploitant doit vraiment trouver des nouveaux locataires en permanence. Alors que pour les seniors, c'est des temps de remplissage un peu plus longs. Par contre, les gens sont là plus longtemps. Ils restent plus longtemps, exactement. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir, Cédric. Vincent Lachaine, donc, pour M Capital et ce focus proposé, ce type d'investissement proposé, qui est le co-living que vous pouvez regarder désormais. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance cette semaine encore. C'est la fin de Cœur de patrimoine et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.